Bienvenue petit poulpe argenté. Tu es à bord de l'Octopus et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Passionnée par l'humain, j'aime réfléchir, agir et faire des liens pour son bien-être et celui de la planète. Je t'embarque avec mon équipage pour découvrir les profondeurs de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Ensemble, nous allons naviguer à travers des médecines, des thérapies et des sujets engagés pour une santé holistique. Et pour en savoir plus, je t'invite à écouter la toute première chronique. Alors c'est parti, mettons les voiles pour devenir acteurs de notre bonheur. Ah, et dernier message avant de prendre le large. The Octopus a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Alors si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Belle et douce traversée. Aujourd'hui, je reçois Isor Lamoureux qui nous présente l'homéopathie. L'homéopathie s'appuie sur les lois du vivant pour nous accompagner vers la guérison, mais aussi plus d'épanouissement. En effet, l'homéopathie définit la santé comme l'harmonie vitale de chacun pour s'accomplir pleinement en tant qu'être humain. Notre fonctionnement physique, mental et émotionnel doit nous donner accès à plus de liberté, à plus d'humanité et donc à plus de conscience collective et personnelle. Lors de cette interview, Isor, qui est médecin généraliste aussi, nous fait plonger dans cette approche de la santé et nous introduit à la vision uniciste de l'homéopathie. Si je devais retenir un message de cet échange, c'est qu'il est grand temps de voir la santé autrement. Peut-être comme un chemin vers soi et vers finalement l'expression de sa joie. Bonjour Isor. Bonjour Marine. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. On va parler avec toi d'homéopathie, particulièrement d'homéopathie, mais tu es aussi médecin généraliste. Et je voulais commencer avec toi cette interview par peut-être la présentation de ton parcours, qui tu es et ce que tu fais, comment tu as commencé un petit peu ton parcours de médecin généraliste et comment tu es arrivé à l'homéopathie. Alors je suis médecin généraliste depuis 2017 et j'ai choisi cette spécialité pour pouvoir m'ouvrir librement en fait à toutes les médecines et être au plus proche de la réalité quotidienne des personnes en fait. Pouvoir aborder la personne comme une globalité plutôt que par le biais d'un organe spécifique. Donc pendant mes études, j'ai été interpellée par les différentes prises en charge qu'on pouvait faire des personnes, que ce soit à l'hôpital ou en ville, et je me suis interrogée sur le principe de la guérison, de la rémission ou de la palliation, le fait de donner des traitements sans vraiment guérir les personnes. Et j'avais cette frustration en fait de ne pas pouvoir vraiment guérir les gens avec la médecine conventionnelle dans la plupart des cas. Donc je me suis intéressée à d'autres types de médecine. J'ai lu beaucoup, je me suis interrogée, je me suis formée et j'ai découvert l'homéopathie en écoutant les gens en fait. En écoutant les gens qui avaient guéri grâce à cette médecine-là. Je me suis formée à l'homéopathie universitaire pendant mes études. C'est une homéopathie qu'on appelle pluraliste. C'est celle qu'on rencontre le plus souvent en France lorsqu'on va voir un médecin ou quand on va voir un thérapeute qui pratique l'homéopathie. Ça peut être une sage-femme ou même certains. Et je me suis rendu compte que cette homéopathie-là ne respecte pas la philosophie profonde et ignore les principes de base de l'art méthodique de la médecine homéopathique. Donc j'ai fait une deuxième formation d'homéopathie, cette fois dite uniciste, c'est l'homéopathie classique. Moi que j'appelle homéopathie hahnemannienne, du nom du fondateur de l'homéopathie, Samuel Hahnemann. D'accord. Et donc l'homéopathie pluraliste, c'est celle que finalement on retrouve plus souvent en France, c'est ça que tu disais ? L'homéopathie la plus souvent pratiquée en France, c'est l'homéopathie pluraliste. Donc on prescrit plusieurs médicaments à la fois, il y en a plusieurs sur l'ordonnance en même. Et ça, c'est pas une pratique classique. C'est un mode de prescription qui s'est développé, à ma connaissance, principalement en France. Je sais pas ce qu'il en est dans les autres pays, qui est lié qui répond à un besoin de la population et un besoin de simplification des principes de l'homéopathie, parce que ça reste une médecine exigeante.
Voilà. Et donc, c'est pas de l'homéopathie stricto sensu qui vise... elle n'a pas les mêmes objectifs de guérison que l'homéopathie classique. D'accord. Et l'homéopathie uniciste, du coup, comment ça va fonctionner? L'homéopathie uniciste, c'est le fait de donner un seul remède à la fois à la personne. Donc on peut, au cours d'une cure, avoir besoin de donner plusieurs remèdes, différents remèdes, mais jamais en même temps. Parce qu'on s'adresse à la personne dans sa globalité, dans sa totalité. C'est une notion sur laquelle on pourra revenir au cours de l'interview, je pense. Donc l'homéopathie uniciste, c'est vraiment de donner qu'une seule information? Voilà, en fait, on considère à l'instant de la consultation que la personne n'a besoin que d'un seul remède à la fois et ne peut traiter qu'une seule information. On va s'adresser à la totalité de la personne, que ce soit donc une totalité psychosomatique. On parle de force vitale en homéopathie, c'est cette énergie vitale qui, à travers la personne, manifeste des symptômes, qu'ils soient physiques, psychiques, émotionnels, spirituels. Et même cette force vitale qui imprègne la personne va déterminer même des histoires de vie, en fait. Et donc, on s'adresse à l'expression principale de la force vitale au moment de la consultation. Évidemment, on a tous plein d'informations en nous, des strates de symptômes différents. On parle de strates en homéopathie souvent. On a plusieurs histoires, on a des antécédents, des traumatismes. Donc on a plusieurs couches en nous, mais on va s'adresser au moment de la consultation à celle qui est la plus parlante, la plus criante, celle qui va pouvoir rentrer en résonance avec un remède. Et ce remède-là va déjà apporter énormément d'informations et d'énergie pour corriger une totalité, une globalité. Voilà. On ne s'adresse pas à des organes en particulier ou des soucis en particulier. On ne va pas aller contre un symptôme. En fait. On va apporter une information, une énergie à la globalité de la personne, et après le corps et la force vitale gèrent cette énergie pour aller dans les zones les plus urgentes ou qui ont le plus besoin du remède à ce moment-là. Ça concerne donc souvent plutôt les symptômes récents et intenses, mais pas toujours. Donc c'est en ça notamment qu'elle est vraiment holistique, quoi. Elle s'adresse à vraiment toutes les parties, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales et au-delà. Oui, et la particularité de l'homéopathie, donc dans cet esprit holistique, c'est de prendre en charge chaque dimension de l'être, mais d'un seul geste, d'un seul mouvement, par le biais du remède et de la consultation. Contrairement à certaines médecines qui sont aussi très très bien, mais qui fonctionnent différemment, où on va s'occuper d'un côté de l'alimentation, de l'autre des émotions, de l'autre des aspects plus physiques. Là, le remède va faire la synthèse et relier entre elles toutes les dimensions de la personne. On ne va pas traiter séparément chaque domaine. On va montrer à la personne qu'en fait ces symptômes physiques sont liés aux symptômes émotionnels et physiques et psychiques, spirituels, sont liés à son histoire de vie, à son passé, à son présent, que tout ça est relié et intrinsèquement relié. C'est vraiment particulier de le percevoir, cette unité en fait. Et c'est en ça que c'est holistique. Et toi, aujourd'hui, si tu devais définir l'homéopathie, comment tu la définirais? Enfin, plutôt, comment tu définirais la santé plutôt que l'homéopathie, finalement? Qu'est-ce que c'est pour toi, la santé? Ah, ça, c'est une grande question. Je reprends une phrase de ton livre que j'ai beaucoup aimée, qui est issue de l'école athénienne, si je ne me trompe pas. Qui disait que la santé, c'était être capable de sagesse, d'amour, être dénué d'égoïsme et d'égotisme. La fonction physique, mentale et émotionnelle du patient doit lui donner accès à plus de liberté, de conscience et d'humanité. Oui, ça c'est la définition de la santé d'un homéopathe de l'école athénienne, effectivement, qui est très belle. C'est pas la définition originelle qu'on trouve dans les écrits homéopathiques, mais je la trouve très juste. Et c'est aussi ma définition. Pour moi, la guérison, c'est s'affranchir de cet ego, ou en tout cas en prendre conscience, et pouvoir composer avec lui. Je dis aussi que c'est spiritualiser son ego, ou au contraire, pouvoir incarner son âme. Enfin voilà, incarner le projet de son âme. Et être en bonne santé, c'est pouvoir accomplir ce projet-là.
Oui, finalement, c'est se connecter vraiment à qui l'on est et à donner un petit peu un sens quelque part à sa vie qui soit en accord avec soi et puis avec les lois de la nature. Oui, c'est vraiment pouvoir exprimer sa personnalité, son individualité, son potentiel, sa vraie nature, la meilleure version de soi-même en fait au quotidien. Et donc d'être libéré des charges émotionnelles, physiques aussi du coup. La définition de l'OMS que tout le monde connaît, c'est l'état de complet bien-être physique, psychique, social et ne réside pas seulement dans l'absence de maladie. Donc la santé est comprise comme quelque chose de beaucoup plus large que juste l'aspect médical pur. Donc c'est juste, mais ça inclut aussi pour moi d'autres dimensions. Et d'ailleurs, pour moi, la maladie n'est pas le contraire de la santé. Être en bonne santé, c'est être capable de bien tomber malade et de bien s'en remettre. C'est une capacité réactionnelle de la force vitale à tous les stimulus extérieurs. On a le droit d'avoir des émotions, on a le droit d'adapter son système immunitaire à une nouvelle situation écologique, etc. Donc on peut tomber malade, mais c'est la manière dont on s'en remet, les bénéfices qu'on en retire, même si ça peut sembler étrange. Presque en homéopathie, en fait, après un épisode de maladie souvent aiguë, on doit se sentir mieux après qu'avant. Comme si on avait gagné en énergie ou en potentiel ou gagné en conscience. Ouais. Et il y a certaines personnes qui vivent vraiment, même avec ou sans homéopathie, qui vivent vraiment leurs épisodes maladifs comme ça. Ils ressortent avec plus de conscience ou les idées plus claires. Il y a beaucoup de maladies, notamment les maladies infantiles, qui montrent ça aussi. Donc pour moi, être en bonne santé, c'est pas ne pas tomber malade, c'est bien tomber malade, s'en remettre, en tirer quelque chose, en sortir grandi. Ouais. Voilà. Il y a une notion vraiment de résilience finalement. Oui, de résilience et même d'initiation, en fait, à chaque symptôme est une manifestation. Alors ça, c'est pas la pensée homéopathique, mais c'est pour moi, chaque symptôme est une manifestation de la force vitale ou de ce que certains appellent l'âme de la personne. Ça dépend des croyances, mais pour nous indiquer qu'on n'est pas exactement dans notre voie et nous donner des indices pour comment retrouver cette voie de la juste expression de notre être dans cette vie, quoi. Oui, donc ça nous indique qu'on peut justement utiliser cet état d'être malade ou d'avoir des symptômes pour, comme tu dis, retrouver le chemin qui est le plus adapté à notre joie intérieure finalement. C'est ça, c'est vraiment entrer en relation avec son corps et essayer de comprendre son langage. Alors pas forcément le comprendre de manière mentale, pourquoi j'ai eu ça et qu'est-ce qui fait que j'ai ça, etc. Mais voilà, juste rentrer en relation, en discussion, prendre conscience de l'expression de son corps et puis lui apporter ce dont il a besoin en conséquence. Alors, toute cette pensée-là, qui est un peu de la philosophie, à mon sens, c'est pas vraiment les idées classiques d'homéopathie, parce que l'homéopathie, telle qu'elle a été fondée, elle est très épurée de toute croyance, en fait. On a une méthode qui est très scientifique, contrairement à ce qu'on peut penser ou dire. On a une méthode et une technique, on l'applique pour apporter la guérison à la personne, c'est-à-dire plus que la suppression des symptômes, une amélioration de sa force vitale, une augmentation de son énergie vitale et une libération de son être, toutes ces dimensions. Point, c'est tout. On ne cherche pas à faire des théories sur le pourquoi on est tombé malade et à quoi ça sert, est-ce que ça a un rôle, tout ça. L'homéopathie, c'est vraiment, on applique une science pour répondre à la demande de la personne qui est d'aller mieux. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette méthode, de cette science de l'homéopathie? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer rapidement en quelques mots? Et j'ai vu qu'il y avait des principes phares dont tu parles dans ton livre, notamment. Tu as sorti un livre récemment qui s'appelle « Comment se soigner et guérir aujourd'hui ». Et voilà, en feuilletant ton livre, j'ai vu qu'il y avait des principes phares autour de cette pratique homéopathique. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Alors, l'homéopathie a été créée par Samuel Hahnemann, qui est un médecin allemand extraordinaire du 19e siècle, et qui découvre des lois naturelles qui président à la guérison. Et donc, le génie de cet homme-là, qui en avance sur plusieurs époques,
c'est de comprendre que la maladie et la santé existent d'abord sous forme vibratoire, dynamique, et que les symptômes sont une manifestation de la force vitale de la personne. Donc à une maladie dynamique, énergétique si on veut, correspond un remède dynamique, vibratoire lui aussi. Donc il y a 3 principes fondamentaux sur lesquels repose l'homéopathie. C'est le principe de similitude, parce que homéopathie ça veut dire semblable souffrance. Je vais expliquer après pourquoi. Le principe d'infinitésimalité et le principe de totalité. Avant d'expliquer vraiment ces principes-là, il faut que j'explique ce qu'est un remède homéopathique, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Alors, les remèdes, ce sont des substances minérales, animales, végétales ou biologiques qui sont préparées par dilution et agitation successives, qu'on appelle des dynamisations. Donc, on prend la substance, on la met souvent sous forme de teinture mère et après, on dilue et on agite successivement. Et les médicaments ainsi obtenus sont sous forme non plus chimique, mais physique. C'est pas qu'il y a très peu de choses dedans, c'est qu'il n'y a plus rien dedans en termes de molécules. Par contre, il y a une information, il y a quelque chose sous la forme physique. Plus le remède est dilué et dynamisé, plus il est puissant. Et ça correspond à la loi d'infinitésimalité ou de quantité minimale. En fait, on utilise la plus petite quantité possible. En fait, ça développe l'information du remède. Donc la substance qu'on avait utilisée au départ, qui quand on la prend comme ça dans la vie de tous les jours ne nous donnerait pas beaucoup de symptômes, sous sa forme énergétique, exprime une panoplie de symptômes spirituels, psychiques, émotionnels, physiques. Et le principe de similitude, c'est le fait d'administrer un remède capable de générer, lorsqu'il est pris à une dose toxique ou excessive, le même groupe de symptômes que celui présenté par le malade. Donc quand on fait une consultation d'homéopathie, on recueille tous les symptômes de la personne avec un infini détail et on fait correspondre à ce tableau obtenu en fait un remède similaire, un remède homéopathique. Donc dans ce remède, tu prends en considération vraiment tous les symptômes et tu fais ton... Comment ça fonctionne exactement ? Tu parlais de l'art de l'interrogatoire. La personne va parler de tous les symptômes qu'elle a et en fonction de ça, tu trouves le remède adapté et tu l'individualises ? Oui, c'est ça. Donc les rendez-vous d'homéopathie durent entre 30 minutes et 1 heure, voire plus. C'est un interrogatoire assez précis, vise à comprendre comment fonctionne la personne dans sa singularité. Donc un symptôme en homéopathie, c'est pas simplement j'ai mal là, ou je tousse, ou j'ai mal à la gorge. C'est comment cette personne-là tousse, comment elle a mal à la gorge et comment elle exprime le symptôme de manière différente de l'habitude ou différente d'une autre personne. Là où la médecine conventionnelle cherche à récolter les symptômes communs de la personne pour la faire entrer dans une case, nous on va chercher tous les symptômes pas communs, les symptômes rares, bizarres et étranges qui font que la personne exprime cette maladie-là de manière très particulière. Donc on va récolter des symptômes physiques avec énormément de précision sur tout ce qui les caractérise, ce qui aggrave, ce qui améliore, les positions, les horaires de survenue du symptôme, toutes les modalités d'aggravation et d'amélioration, toutes les caractéristiques, où est-ce que la douleur irradie, etc. Des symptômes psychiques, des symptômes émotionnels. On va essayer de comprendre le tempérament et la constitution de la personne, ses traumatismes passés, éventuellement les médicaments et les vaccins qu'elle a reçus. Ce qui est très important aussi, les désirs et les aversions alimentaires, parce que ça, c'est des symptômes un peu réflexes qu'on va moins contrôler. Donc, on cherche à comprendre aussi le langage un peu subconscient, là où la personne ne contrôle pas. C'est à cet endroit-là que la force vitale s'exprime. Donc, absolument sans aucun jugement, on va s'intéresser à tout ce qui est unique chez cette personne ou tout ce qui est spécial ou inhabituel. Et on va préciser le contexte ou les facteurs déclenchants, ce qui a pu se présenter avant que le symptôme se manifeste ou que la maladie s'exprime. En parlant de contexte, de facteurs déclenchants, c'est en ça que la naturopathie
On parle souvent d'aller chercher la cause de la cause de la cause. Et de ce que j'ai compris, c'est que l'homéopathie a une autre définition de la cause de la maladie. Vous allez vraiment chercher les facteurs déclencheurs, c'est ça? C'est ce que tu parles d'étiologie? Oui, en fait, c'est juste un jeu sur le terme de cause qu'on peut définir de plein de manières différentes. Mais en homéopathie, la cause au sens où on l'entend, c'est-à-dire essayer de mentaliser ou de théoriser les raisons pour lesquelles on a une maladie ou un symptôme, ça, c'est pas accessible. Parce qu'on considère que l'humain ne peut pas accéder à la compréhension du mystère de la vie qui est à l'origine des maladies et de la santé, et ne peut pas comprendre, appréhender, embrasser la complexité des phénomènes biologiques et de tout ce qui se passe dans un être humain. Donc la cause n'est pas connaissable au sens où on l'entend. Par contre, on va rechercher des facteurs déclenchants qu'on appelle des étiologies ou des circonstances déclenchantes. Donc il y a des causes dans ce sens-là en fait, parce que effectivement, après avoir eu froid, j'ai été malade. Mais par contre, ce facteur-là, il rencontre une spécificité chez la personne qui fait qu'elle est sensible au froid et qui fait qu'elle va exprimer ce symptôme de sensibilité au froid de manière différente que son voisin. Elle va avoir besoin peut-être d'un autre remède. On ne cherche pas la cause de la cause de la cause parce que en fait tous les organes sont intriqués entre eux, l'histoire de la personne aussi, et on a des sensibilités en nous qui sont particulières. Oui, on est vraiment unique et multidimensionnel, que ça serait très difficile de chercher vraiment une cause consciente finalement. Voilà, c'est ça. Et l'homéopathie se garde vraiment, comme je disais tout à l'heure, de faire des théories ou de chercher est-ce que c'est à cause de ça que je suis comme ça. On va prendre la personne telle qu'elle nous arrive en fait. Et on détermine des symptômes qu'on appelle des symptômes suite de. On constate juste qu'à la suite de tel événement, ça peut être une difficulté émotionnelle, un traumatisme, une contrariété, ou une agression de l'environnement. À la suite de ça, il s'est présenté tel symptôme. Mais la personne, elle avait déjà une fragilité. Elle rentrait déjà en résonance avec ce problème-là, sinon elle n'aurait pas été réceptive en fait. Donc la cause, elle est interne, inhérente à la personne, dans sa constitution et dans sa fragilité, dans son histoire de vie, quelque part. Et je voulais peut-être poursuivre sur la séance d'homéopathie. Une séance d'homéopathie, c'est beaucoup d'interrogatoires, mais aussi beaucoup d'examens cliniques. On va beaucoup observer la personne dans son langage non verbal, sa posture, ses mimiques, sa présentation, la façon dont elle arrive au cabinet, la façon dont elle repart aussi est très informative. Donc on va être à l'affût de petits signes comme ça qui nous indiquent, qui sont une expression en fait de la force vitale. Et puis on va faire un examen clinique médical habituel où on va palper, toucher, sentir, observer le corps pour avoir d'autres symptômes au niveau physique.
Est-ce que quand les gens vont prendre de l'homéopathie, par exemple, quand ils vont en chercher en gélule chez le pharmacien, pas forcément finalement l'homéopathie comme toi tu l'entends dans la démarche uniciste justement. On va chercher des gélules qui sont finalement qui s'adressent à un problème spécifique, mais pas forcément en tenant compte de notre unicité. Ouais. Chez les pharmaciens, souvent ils vont donner des complexes, c'est-à-dire des gélules ou des comprimés avec plusieurs remèdes dedans. Donc là, on sort du cadre de l'homéopathie. On va être avec des remèdes un peu dynamisés, mais comme on va en donner en plusieurs à la fois, c'est pour couvrir un ensemble de symptômes, on n'aura pas fait une recherche approfondie de ce qui se passe dans la personne. Et parfois, les gens vont chercher des remèdes uniques à la pharmacie. C'est plus dans des situations de maladie aiguë, et ça peut très très bien fonctionner. Voilà. Donc effectivement, il y a moins de recherche, mais dans les situations très aiguës comme une grippe, il y a moins besoin de savoir qui est la personne et dans sa globalité historique. Si un particulier qui connaît bien les remèdes et qui sait bien observer ce qui s'est passé, ce qui a pu déclencher les changements de temps auxquels il a pu être soumis, saura éventuellement soigner une grippe tout seul. Un parent qui sait observer son enfant saura sans doute donner un bon remède de fièvre. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Par contre, ce qu'on risque de faire si on passe pas par un homéopathe, c'est de faire une suppression, c'est-à-dire de trouver un remède et de le prendre un peu comme une recette. C'est un médicament qui va fonctionner pour neutraliser le symptôme, donc le supprimer, mais qui ne va pas soigner la force vitale. Et donc en supprimant le symptôme, on va vraiment altérer l'énergie vitale globale de la personne. Ça, c'est une notion très importante en homéopathie, dont on est très conscient en tant qu'homéopathe, parce que ça nous arrive de se tromper, de ne pas trouver le bon remède et de faire une suppression. Et là, il faut vraiment rattraper les choses, parce que quand on fait une suppression, il y a plusieurs possibilités. Soit la maladie récidive à vrai, parce que le symptôme qu'on a supprimé, la force vitale avait des bonnes raisons de la faire. C'était salvateur pour elle, ou c'était une indication, une expression dont elle avait besoin. Donc elle va la récidiver. Si elle a plus d'énergie pour la récidiver parce qu'on l'a trop empêchée de s'exprimer, elle va la manifester autrement, au niveau d'un organe interne, par exemple, ou au niveau émotionnel. Voilà, ça va se retrancher dans des zones plus profondes. Et donc ensuite, notre travail, c'est de remonter dans les symptômes pour aider la force vitale à réexprimer les choses différemment. C'est ce que tu disais au début de l'interview, tu te sentais un peu limité dans ta formation et dans ta casquette de médecine conventionnelle. C'était qu'il y avait plus cette démarche de suppression de symptômes que de aller chercher cette notion de force vitale. Oui, mais à l'époque, j'avais pas conscience qu'en supprimant une tendinite ou en supprimant une douleur, je risquais de la faire se déporter vers un autre organe. Et ça explique pourquoi un spécialiste considère que sa maladie est guérie. Et très bien, la personne ne va plus le voir, mais par contre, il n'est pas au courant qu'après l'avoir vu, quelques mois ou années après, hop, elle doit aller voir un rhumatologue, parce qu'en fait, la maladie, c'est-à-dire le dérèglement, le désaccordement de la force vitale, cette désharmonisation de l'énergie de la personne, est toujours là. Et donc, elle va se réexprimer d'une autre manière. Et ça, j'avais pas conscience à l'époque à quel point les suppressions peuvent être délétères. Certes, elles rendent service à un moment donné, et je remercie la médecine conventionnelle pour ça, parce qu'il y a des situations de souffrance qui sont telles qu'on ne peut pas se passer d'allopathie, donc de soigner le symptôme. Mais par contre, dans de très très nombreuses situations, la plupart des situations, en fait, on ne rend pas service à la personne, parce que on va dégrader petit à petit son niveau de santé à force de ne pas soigner la force vitale, mais simplement de effacer les symptômes les uns après les autres. Dans une dynamique d'urgence, etc., ou de souffrance, ça a évidemment toute sa place, mais il faut quand même aller chercher plus loin si on veut se sentir en pleine santé globalement et durablement, finalement. Oui, bien sûr. Moi, ça m'arrive encore d'utiliser l'allopathie parce que
on a des limites en fait en tant qu'homéopathe, les limites de son expérience, les limites de ses compétences. Les personnes aussi en face de nous ont aussi des limites, leurs limites de tolérance des symptômes et aussi leurs limites en tant que patient pour nous exprimer et nous dévoiler toutes ces indices en fait dans leur personne. Parfois ça vient petit à petit de consultation en consultation, on n'a pas toutes les informations dès le départ. Donc il y a une vraie recherche, pour moi, un vrai partenariat qui se fait entre le patient et l'homéopathe, qui s'inscrit dans la durée. Alors l'homéopathie, contrairement à ce qu'on pense, dans les situations aiguës, de maladies aiguës, ça doit fonctionner très rapidement dans la journée. Dans les situations chroniques, ça peut fonctionner très très vite, en quelques jours, comme demander plus de temps. Et ça dépend de la constitution de la personne et de sa force vitale, en fait, par quoi elle est imprégnée, par quoi elle est bloquée, que ce soit autant au niveau des pollutions qu'elle a pu recevoir que des émotions qui peuvent être bloquantes. Et donc c'est un travail en chronique, souvent long, de traitement de strate après strate et de compréhension de la personne. À mon avis, c'est un temps important, même si ça nous semble long, parce que la personne apprend à se connaître, à rentrer en relation avec son corps et à venir en contact vraiment avec le langage de son corps et tout ce qui est particulier et singulier chez elle. Est-ce qu'il y a des patients qui sont plus réceptifs que d'autres ? C'est lié à une notion un petit peu compliquée qui s'appelle les miasmes et à la notion de niveau de santé. Plus on a un bon niveau de santé, plus on a une réactivité forte. On peut tomber malade, faire des fièvres, s'en remettre vite. On a une grande sensibilité, en fait. Et dans ce cas-là, on peut imaginer que les remèdes ne passent pas plus facilement parce qu'il y a moins de blocage. Quand on est dans des moins bons niveaux de santé, souvent parce qu'on a reçu beaucoup d'allopathie ou qu'on a été beaucoup vacciné chez certaines personnes, ou pour d'autres raisons, quand on a un moins bon niveau de santé, on peut répondre moins vivement aux remèdes, mais de la même manière qu'on répond moins vivement aux maladies. Quand on a des tendances à avoir plus des maladies chroniques bien ancrées dans le corps, comme des arthrites ou des écoulements très anciens, on imagine bien que si le corps lui-même n'a pas pu réagir fortement à ça, la réponse aux remèdes homéopathiques va éventuellement être moins vive. Ouais. Plus on a de strates, en fait, aussi, plus ça va être long à démêler, quelque part. Donc, il y a des personnes aussi, il y a des personnes qui ont certains profils particuliers, qui vont être extrêmement, voire trop sensibles aux remèdes homéopathiques, qui vont, dans ce cas-là, le remède va entraîner possiblement des aggravations. Donc, on va donner le remède et au lieu de tout de suite engendrer une amélioration des symptômes, il va d'abord faire exploser les symptômes ou les faire s'exprimer vraiment très fort. Ça s'appelle une aggravation. C'est pas forcément négatif sur le plan de la guérison. En fait, on peut avoir une guérison qui suit cet épisode-là, mais c'est très inconfortable. C'est pas souhaitable du tout. Mais c'est lié à une réactivité forte de la personne ou à une prescription de remèdes trop puissante. Ouais, d'où l'important d'avoir cette position en tant qu'homéopathe, de vraiment bien prendre en compte, de faire en fonction de chaque personne, de chaque patient, de vraiment les prendre dans leur individualité. Oui, ça nécessite d'avoir vraiment une bonne formation pour savoir interpréter ce qui se passe exactement. Parce que si on donne un remède et qu'on s'attend simplement à voir ça va mieux ou ça va pas mieux, ça va pas fonctionner. C'est pas si binaire que ça, l'homéopathie. Quand on administre un remède, on va avoir une réaction de la force vitale qui peut être de plein de manières différentes. On peut avoir des légères aggravations ou des aggravations un peu plus intenses, plus durables, des améliorations. Mais il faut savoir interpréter si ça va globalement dans le sens d'une meilleure santé, que ce soit aggravation ou amélioration, ou dans le sens d'une dégradation, si on a fait une suppression. Voilà, on peut aller mieux, mais si c'est une suppression, c'est pas juste. On peut s'aggraver, mais si c'est lié à une expression, une sortie, une crise de guérison, une détoxination, dans ce cas-là, c'est positif.
On peut aussi avoir des retours d'anciens symptômes. Dans ce cas-là, on réactive d'anciennes maladies. Et il faut pouvoir accompagner les personnes dans ces manifestations-là parce que c'est surprenant. On n'a pas l'habitude, on n'y est pas forcément préparé à voir revenir les anciennes maladies. Et tu parlais justement, je rebondis sur le côté formation. Aujourd'hui, si tu devais conseiller quelqu'un pour s'orienter vers un homéopathe, est-ce que il y a des formations à vérifier ou quel serait ton conseil pour orienter des personnes vers des homéopathes aujourd'hui? Moi, je conseillerais de consulter un homéopathe uniciste, donc de demander, lorsqu'on prend rendez-vous, si les personnes pratiquent de manière uniciste. Le problème des formations en France, donc les formations qui étaient universitaires étaient pluralistes pour la plupart, et maintenant elles ont été supprimées souvent des universités. Il reste des écoles d'homéopathie, donc qui ne sont pas certifiantes pour la France, pas encore en tout cas. Donc ces différentes écoles accueillent soit des médecins et des non-médecins. Dans tous les cas, c'est très intéressant et il y a beaucoup d'homéopathes non-médecins qui sont de très bonne qualité, de très bons thérapeutes. Tu parlais justement de la France, donc nous, ça va être finalement plus cette dimension pluraliste. Est-ce que dans d'autres pays, je sais pas, en Europe ou dans le monde, l'homéopathie dans sa dimension uniciste a plus de place et potentiellement plus reconnue, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'homéopathie est aussi très controversée. Je sais pas si la controverse vient notamment de cet aspect de la dilution. Est-ce que comment est reconnue peut-être dans d'autres pays cette pratique d'homéopathie et qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui des controverses qu'il y a sur cette pratique? Je sais pas exactement comment elle est perçue ou certifiée dans les autres pays. Elle est, à mon avis, plus développée dans certains États, comme en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Inde, évidemment. Donc, en Inde, l'homéopathie fait partie d'un cursus. Les étudiants en médecine choisissent médecine conventionnelle, médecine ayurvédique ou médecine homéopathique. Il y a des hôpitaux homéopathiques sur le territoire. Donc, en Inde, c'est le pays, à ma connaissance, où c'est le plus développé. Je pense qu'elle est reconnue formellement ou informellement, je ne saurais pas dire. En tout cas, elle fait toujours l'objet d'une controverse et d'un tabou, ça c'est certain. Et la controverse elle est liée au dogme scientifique actuel en fait, qui a une certaine idée précise de ce qu'est la science et de ce qui ne l'est pas. À mon avis, l'homéopathie est scientifique dans sa façon d'observer la vie et de pratiquer une méthode qui est reproductible. Mais l'homéopathie ne peut pas être étudiée selon les standards méthodologiques de la science occidentale, qui a besoin d'une certaine méthodologie dans ses études cliniques, qui sont randomisées en double aveugle, toutes choses égales par ailleurs, et où on cherche la standardisation et l'uniformisation, alors que nous, on est dans l'individualisation et la singularité. Et on a vu tout au long de cette interview que guérir, c'est pas juste les symptômes qui disparaissent, oui, non. C'est tout un processus à l'intérieur de la personne qui fait que petit à petit, elle va vers une meilleure santé, mais pas sans passer par des crises de guérison, c'est-à-dire des crises de symptômes parfois très désagréables. Donc comment on interroge une personne pour savoir si elle va mieux ou pas, sachant aussi qu'il y a beaucoup de... les gens nous consultent parce qu'ils veulent qu'un symptôme disparaisse, mais en fait, on va passer par plein d'étapes parfois avant que ce symptôme-là disparaisse. On doit accompagner un processus qui passe par d'autres étapes, souvent des déblocages émotionnels ou autres, avant d'arriver à ce symptôme. Donc c'est très difficile d'interroger une personne sur l'amélioration ou non de sa santé, juste sur une étude cadrée dans un laps de temps donné. Donc les controverses de l'homéopathie tiennent à ça, déjà une impasse méthodologique, puisqu'on veut appliquer une méthode de science conventionnelle à une médecine qui ne correspond pas à ce paradigme-là, et au fait qu'on n'arrive pas à expliquer pourquoi un remède sous forme informationnelle peut encore fonctionner et développer sa puissance. Pourtant, des chercheurs, et on a la grande chance d'avoir en France un chercheur
extraordinaire qui s'appelle le professeur Marc-Henri et qui travaille sur l'eau et les domaines de cohérence de l'eau, donc comment l'information d'un remède est enregistrée, entre guillemets, dans les molécules d'eau. Il a développé toute une science en fait de l'homéopathie qui existe mais qui n'est pas encore reconnue, et on espère que dans les années qui viennent, la science s'ouvrira à un autre paradigme global qui mettra en lumière ce paradigme-là de l'homéopathie. Oui, j'allais justement te poser la question du lien entre l'homéopathie et l'eau, mais tu viens de le faire, parce que justement alors on parlait pas forcément de mémoire de l'eau, mais du lien vraiment entre l'eau, l'information qui peut être contenue dans l'eau et tout son pouvoir sur la santé est de plus en plus exploré quand même aujourd'hui, enfin depuis longtemps, mais on en parle de plus en plus. Oui, on en parle de plus en plus parce que au-delà même simplement de l'eau, on parle de plus en plus de l'information, de ce qui est dans l'invisible en fait, et qu'on peut identifier sur un plan physique. Oui, puis on le voit nous aussi, enfin, je sais pas si ça peut avoir un lien, mais au niveau de tout ce qui est émotionnel, justement, quand on se libère de choses, de traumas ou de choses très, très fortes émotionnellement, à quel point ça peut avoir des effets sur le plan psychique et physique, et que ça s'inscrit notamment dans la matière. Ça, la médecine conventionnelle l'expliquera par un jeu hormonal ou de neurotransmetteurs ou bientôt peut-être de microbiote aussi. Elle expliquera ça. En fait, la science et la médecine conventionnelle occidentale, quand elle arrive à expliquer les choses en prenant un organe ou une hormone, ou voilà, elle est satisfaite. Par contre, quand elle n'y arrive pas parce qu'elle n'a pas mis la lumière sur un processus ou sur une loi naturelle ou sur un principe de la physique, ou quand elle n'a pas intégré toutes les connaissances qu'on a en physique et en médecine, quand elle n'a pas fait le lien entre les deux, voilà, quand elle ne peut pas expliquer, elle dit ça n'existe pas ou c'est pas possible. Merci beaucoup Isor. Est-ce que pour terminer cette interview, là, l'idée du podcast aussi, c'est de mettre de la conscience sur le fait que tout est interconnecté, et notamment l'homéopathie met bien en lumière cette interconnexion déjà des systèmes dans le corps, mais aussi au-delà du corps, c'est-à-dire aussi dans notre vie sociale et environnementale. Toi, quel lien tu fais entre la santé personnelle, sociale et environnementale? Qu'est-ce que tu aimerais dire autour de ça aujourd'hui? C'est une belle question. Ça rejoint la définition que tu as dite de la santé selon un homéopathe. Quand on va bien, quand on est affranchi de cette part d'ego, quand on est libéré de ces carcans émotionnels, quand on a une liberté d'esprit, quand on grandit en conscience, et c'est ce que permet les différentes cures homéopathiques au fur et à mesure, on est plus à même de rayonner en fait et de faire profiter à la société de la meilleure version de soi-même. On est plus disponible pour l'autre quand on est libéré de douleurs et de ses problèmes physiques, et quand on est sur son bon chemin, quand on vit ce pourquoi on est fait. Après, sur une idée plus matérielle, l'homéopathie, c'est une médecine particulièrement écologique, d'utiliser de médicaments chimiques. Les remèdes ne coûtent quasiment rien, et en fabrication très peu aussi. Et c'est beau ce lien qu'on fait entre des substances végétales, animales, minérales et nous-mêmes, ouais. Puisqu'on rentre en résonance avec elles quand on prend le bon remède. On peut s'inclure dans cette globalité-là du vivant de cette manière-là. Ok, ouais, c'est une très belle image en tout cas. Écoute, merci beaucoup Isor pour le temps que tu as pris pour cette interview. Merci. Et puis je le remettrai dans la description du podcast, mais ton livre s'appelle Comment se soigner et guérir aujourd'hui. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin,
sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Labruyère, créatrice de lumière. À bientôt.